avez affaire au terrorisme, aucun lieu n'est sacré. Aucun lieu ne peut échapper, en théorie, à une attaque. Si un lieu pouvait échapper à l'attaque des terroristes, le World Trade Center de New York n'aurait jamais été frappé par les hommes de Ben Laden aux États-Unis. Le Bataclan en France a été frappé. Les terroristes peuvent frapper partout. Vous avez vu aujourd'hui Kati, ils auraient pu attaquer chemin faisant Koulouba et pourquoi pas le siège de la cité administrative. Donc il faut s'attendre à tout et redoubler de vigilance. Et cette attaque du cœur de l'appareil sécuritaire malien va au moins avoir pour effet de renforcer la vigilance de nos forces armées. Mais il faut comprendre que l'objectif, c'est effectivement de terroriser la population, de détruire le message véhiculé par l'armée qui dit être en train de monter en force, en puissance, de propager dans l'esprit des Maliens le découragement. C'est les Maliens qui doivent résister à ce message sibyllin qui se cache derrière les attaques de ce genre. Mais il faut dès maintenant réfléchir à une stratégie de court, de moyen et de long terme pour pouvoir venir à bout du terrorisme dans notre pays. D'accord. Mais peut-être que ces mesures-là, je vais les énoncer Exactement. dans un deuxième tour de table. Exactement, tout à fait. Professeur Kissimangakou, par rapport à cela un peu des garnisons, sur la dizaine d'attaques de ces 72 heures, c'est vrai, il y a eu quelques victimes côté malien, mais plus ou moins, il y a une capacité à résister, à prendre un peu le contrôle, à riposter vigoureusement à ces attaques-là. Contrairement à ce qu'on entend que le terrorisme aussi monte en puissance. Non, il faut se féliciter du fait que nos soldats ne sont plus mis en débandade. Nos camps ne sont plus occupés par des terroristes qui viennent y prendre le thé tranquillement pendant 2 jours ou 3. Nous avons acquis une capacité de riposte et ça, ce n'est pas rien. Et cette capacité de riposte oblige l'ennemi à frapper puis à s'enfuir ou à frapper et mourir. Ça c'est bon, mais la seule action militaire ne suffit pas pour combattre ce terrorisme-là sur la durée. Alors il faut imaginer des solutions multiformes à une guerre multiforme qu'on nous livre. Il faut renforcer le renseignement. Il faut renforcer le recrutement de proximité. Vous savez, personne ne connaît mieux quelqu'un que son voisin. Un voisin qui soudain commence à abriter chez lui des terroristes ou commence à avoir beaucoup d'argent sans justification, il est vite reconnu. Donc il faut, à Tombouctou, dans le nord, dans le centre, massifier le recrutement de proximité. Faire en sorte que dans ces zones-là, ceux qu'on va recruter dans l'armée soient vraiment des autochtones, capables de reconnaître les autochtones devenus terroristes et capables de les combattre. Je n'ai pas fini. Il faut intégrer les différentes milices, là, les Dana Amassagou et d'autres milices qui combattent pour leur survie. Donc il faut les intégrer dans l'armée afin qu'on ne parle plus de milices, mais plutôt de démembrement de l'armée ayant des capacités spécifiques. Le Mali n'est jamais en train de l'engager. Il faut une formation théologique des Maliens pour qu'ils comprennent que le djihad qui conduit au paradis, le djihad que le prophète a prêché, paix et salut sur lui, obéit à des critères. Ce n'est pas une guerre aveugle. Et c'est ce caractère aveugle qui distingue le djihad du terrorisme mené sur notre sol. Donc il faut que les Maliens soient formés à cela. Nous avons des jurisconsultes, nous avons des érudits musulmans qui doivent être mis
dans ce service-là. On n'est pas en train de le faire. Et si on réussit cela, ça va tarir les sources de recrutement. Enfin, je vous dis, l'autre jour, je l'ai dit, depuis le dialogue national inclusif, il a été conseillé d'engager une discussion avec les groupes terroristes afin de voir ceux qui ont la volonté réelle de laisser les armes et de composer avec l'État et de poursuivre le combat contre ceux qui ne veulent rien entendre. Rien ne peut se passer sans dialogue et pour cela, il faut même une adaptation de nos lois et une réadaptation de notre appareil judiciaire qui, en l'état actuel, est très frustrant pour les populations de base et peut les conduire à emprunter le chemin du terrorisme. D'accord, merci Maître Konaré. Professeur Gakou, on sait que ce pouvoir-là, les autorités de la transition n'ont pas que des amis, des partenaires. Hein. On l'a vu récemment avec la CEDEAO, on le voit avec d'autres puissances, la France notamment. Est-ce qu'on ne peut pas parler de multiplicité de fronts avec l'entrée dans la danse de la Katiba Massina, par exemple, qui directement dit qu'elle va s'attaquer aux autorités de la transition? Est-ce que ce n'est pas un front supplémentaire pour le colonel Assimi Goïta, pour le gouvernement et pour cette transition-là? C'est vrai que ces actions terroristes entrent un peu en résonance dans cette espèce de climat d'hostilité dans lequel baigne le Mali depuis qu'il a décidé d'arracher sa souveraineté et de diversifier ses partenaires stratégiques. Mais par rapport à cet aspect, je pense que ce qui se passe n'est pas très très surprenant. Simplement, il nous appartient de nous donner les moyens de nos options stratégiques et de nous y tenir de manière durable et ferme. Parce qu'il n'est pas possible d'imaginer que, après tout le trajet parcouru, avec succès évidemment, il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse plier parce que il y a eu des coups de sémence par là, des coups de frayeur par là. Non, non, non. Le cap est pris, il est clair, il est, comment dirais-je, il est, on va dire, il réunit l'ensemble d'un peuple, il soude un peuple. Et il faut y aller vraiment. Et moi, je ne crois pas que toutes les petites coïncidences qui s'interpénètrent les unes dans les autres, je ne crois pas que ce soit forcément des éléments de calcul. Parce que quand vous faites ça, vous donnez de l'hyperpotence. Hein? Vous mettez vos adversaires dans des positions psychologiques d'hypercapacité qu'ils n'ont pas. Hein? Certainement, il y a ce que l'homme peut diriger et réussir, et il y a aussi les contingences qui peuvent advenir. Et il n'est pas forcément dit que tout ce qui arrive aujourd'hui est le fait des hommes. On n'a pas que des amis. On n'en aura jamais assez d'adversaires. D'accord. Voilà. Ok, c'était juste un constat, Ousmane Bamba, au moment où au niveau du bilatéral, il y a eu des incompréhensions, et même au niveau du multilatéral, et puis également au niveau du bilatéral, notamment avec la France. Aujourd'hui vient s'ouvrir un autre front, la Katiba Massina. Est-ce que cette transition-là a les capacités, les coups de franche pour faire face à ces récriminations-là, à ces empoignades de part et d'autre? Non, mais c'est là où je ne suis pas un peu d'accord avec mon professeur quand il parle que les éléments de coïncidence ne doivent pas être pris en compte. Comme vous l'avez si bien dit, pour moi, mon analyse reste la même. Pour moi, je vois la main invisible de la France derrière ça. La Katiba, c'est quelle Katiba? C'est des gens qui sont mus par d'autres intérêts.
c'est des gens qui sont... On a vu, par exemple, que avant le départ de Barkhane, comment ces gens étaient ravitaillés par d'autres, ainsi de suite, on le sait. Et quand Cheikh Oumar aussi a mis sur la table la question religieuse, on sait que ce n'est pas une question religieuse. Puisqu'on sait que c'est l'un des éléments par lesquels on peut tenir les Maliens en bout, alors il faut utiliser le mot religion pour dire que ces gens sont en train de faire du djihad. C'est pourquoi moi, je n'utilise jamais le terme de djihad pour eux. J'utilise le terme de terroriste. Parce que le simple fait de les appeler islamiques ou de leur donner le nom religieux, vous leur créez des sympathies qu'ils n'ont pas forcément. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question géostratégique. Nous sommes devenus un enjeu pour nous. Mais maintenant, je veux tirer les enseignements pour moi. L'attaque de Kati, pour moi, nous amène à réfléchir sur réellement l'efficacité d'avoir les camps en plein centre des populations. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une réflexion nationale pour voir quelle est la meilleure position de ces camps? Est-ce qu'il ne faut pas les externaliser un peu? On a des hauteurs un peu derrière Kati haute là, parce que comme l'a dit le professeur, il faut même aller vers un contrôle électronique de nos camps pour faire en sorte que déjà à 100 mètres, il y a des signaux qui clignotent pour alerter déjà. Donc, est-ce que les camps sont à leur place, que ce soit la base militaire de l'ACI ou bien le camp de Kati? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la démographie, est-ce qu'ils sont à leur place? Donc ça, c'était une réflexion à faire. Et j'ai vu aussi qu'à la télé l'autre jour, on parlait, d'ailleurs c'est un projet que j'avais lancé il y a longtemps, mais c'est malheureux qu'on ne m'a pas appelé, on parle de cyberdéfense aujourd'hui. Et c'est heureux. Et c'est heureux, on comprend que l'armée devrait utiliser ces moyens de technologie-là pour se défendre. Donc moi je trouve que c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Donc pour toujours revenir là-dessus par rapport à ces attaques-là, il faut que la population continue à faire ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Qu'on n'ait pas peur, qu'on dénonce. Et quand on voit des faits anodins et des faits qui sortent de l'ordinaire, il faut que nous ayons le courage d'alerter nos forces armées de sécurité. Parce que c'est terre là-dessus, c'est ça qui va amener. Et c'est ce qu'ils ont compris. Pourquoi ils communiquent là-dessus? En nous faisant peur qu'ils vont demain attaquer dans les... Vous voyez des religieux, Cheikh Oumar, qui disent qu'ils vont attaquer dans les mosquées. Ce n'est plus une question religieuse en ce moment. D'accord. Et ils vont attaquer dans les camps, comme on appelle, dans les stades hautes là. Bon, comme il a dit, vous attaquez un stade, vous savez qu'au moins vous pouvez faire des dégâts, mais vous quand même, vous ne vous en sortirez pas. D'accord. Voilà. On peut parler donc de pétard mouillé. Modibo Mbao Makalou, les hommes ont vigoureusement riposté, l'état-major a très bien communiqué, les populations ont joué leur partition, mais par rapport au rôle des populations, est-ce qu'il ne faut pas un peu l'organiser, puisqu'on les a vus souvent venir directement au contact des terroristes. Or, on sait qu'un terroriste, même souvent une dépouille de terroristes, peut avoir une ceinture explosive. Est-ce qu'il ne faut pas encadrer? C'est bien, c'est de bonne foi, organiser ces brigades-là, peut-être comme on l'a vu un peu au Rwanda, dans d'autres pays, pour que ça puisse être mieux efficace que tout ça. Oui, non, je suis entièrement d'accord, parce que je pense que le mode opératoire est en train de changer. On parle d'explosifs maintenant. Ce sont des choses que nous n'avons pas l'habitude de connaître. Donc ça veut dire que le mode opératoire a changé. On doit en prendre compte. Maintenant, il faut qu'on laisse les forces de défense et de sécurité faire leur travail. Vous avez vu, dans le camp de Kati, il y avait des caméramans qui s'improvisaient, qui montraient des images en direct, qui commentaient, on interpellait des suspects à gauche, à droite. Mais on doit laisser, si on voit des choses suspectes, il y a des numéros verts qui ont été communiqués. Il faut communiquer avec les forces de défense et de sécurité, dont c'est le travail. Il faut éviter les amalgames. Et il faut surtout beaucoup de sensibilisation, mais surtout, il faut éviter les excès de langage. Vous savez, c'est Roland Barthes qui disait que le langage n'est jamais innocent. Le terme djihadisme, moi je ne sais pas. Le djihad au Sahel, en tout cas au Mali, c'est un djihad c'est un islam qui est un islam tolérant, c'est pas violent. Et puis, quel djihad contre des musulmans? Une population déjà musulmane. Donc, je crois qu'il faut trouver autre chose. Moi, je les appelle des groupes armés terroristes parce que c'est la violence qu'on utilise, mais en prenant la religion comme excuse et prétexte, si tu veux. Mais aussi, Maître Konaré a dit quelque chose de très important, c'est l'aspect développement. L'accès aux services sociaux de base, l'insécurité alimentaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a 4 millions de Maliens qui sont en insécurité alimentaire. Nous avons 60% de notre population qui vit dans les zones rurales, qui n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations, alors que ce sont ces populations rurales qui nourrissent des populations urbaines.
Et donc, cette insécurité s'en va grandissante et alimente aussi la précarité dans ces milieux. Et donc, avec l'absence de l'État sur 60% du territoire, écoutez, ce phénomène va s'amplifier. Mais je reviens encore sur ce que Maître Konaré disait, c'est de négocier. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut négocier? Kennedy disait, nous négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. Mais qu'est-ce qu'il faut négocier? La forme républicaine de l'État? La forme laïque de l'État? Qu'est-ce qu'il faut négocier? Où est la ligne rouge? D'accord. Oui, rapidement. Ok. Quand je parle de négociation, c'est parce que tous les pays qui sont parvenus en quelque sorte à réduire l'impact du terrorisme ont engagé une négociation. Je veux parler du cas de la Mauritanie, du cas du Burkina sous Blaise Compaoré, du cas même irakien et même en Afghanistan. Alors, négocier quoi? Et vous savez, moi je ne suis pas adepte de la définition que les Occidentaux donnent à la notion de laïcité. Laïcité entendue dans le sens que l'État doit se débarrasser de tout ce qui est religieux, voilà, ne pas s'en mêler et laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Non, la notion de laïcité peut être redéfinie par nous en faisant en sorte que quand il y a un accord local, la laïcité puisse s'y adapter. Demandez à une population d'un village de faire en sorte que les femmes soient voilées, de développer les médersas, c'est-à-dire les écoles coraniques dans ces villages, d'arrêter les dépravations. Ça ne contredit pas la laïcité. D'ailleurs, allez au Nigeria, vous avez des États qui appliquent la charia islamique, vous avez des États chrétiens qui appliquent autre chose. Okay. Pourtant, le Nigeria est considéré comme un pays démocratique. Rapidement, n'est pas tout notre problème vient du fait que chaque fois que les Blancs nous amènent un concept, on le transforme en fétiche. Okay. La laïcité peut être redéfinie. Maître, on va donner la parole à Makalou et ensuite à Bamba. Makalou et Bamba, rapidement. Le ministère de l'Intérieur, avant qu'on ait le ministère des Affaires religieuses, a toujours traité les affaires